Cette fois, on s'intéresse au canon allemand FK96NA, spécialement conçu pour faire face à la redoutable menace du 75 mm modèle 1897 français. Ce petit calibre deviendra une pièce clé de l'arsenal allemand de la Première Guerre mondiale. En 1896, la société Krupp est fière de présenter son tout nouveau canon de campagne, le 7,7 cm Feldkanone 96. Destiné à devenir l'arme principale de l'artillerie allemande, il fait l'objet d'une commande massive de plusieurs milliers d'exemplaires. Mais l'année suivante, la France dévoile son 75 mm modèle 1897, une révolution. Doté du tout premier système de recul hydraulique au monde, ce canon offre une cadence de tir inédite, changeant radicalement la donne sur le champ de bataille. Si les Allemands doutent d'abord de ses performances, la démonstration lors de l'expédition de l'Alliance des 8 Nations en 1900 contre les Boxers en Chine balaye toute incertitude. La cadence et la précision du 75 français rendent obsolètes tous les autres canons de campagne alors en service dans le monde. Pour bien comprendre l'écart, le FK96, qui doit être repositionné après chaque tir, atteint à peine une cadence de 1 coup visé par minute. En comparaison, le 75 français peut tirer 6 coups par minute en rythme normal et jusqu'à 20 en situation d'urgence. Un gouffre. La situation est d'autant plus critique que la doctrine allemande repose sur des tirs d'artillerie depuis des positions dissimulées, sans vue directe sur la cible, rendant le ciblage encore plus compliqué. Au sein de l'état-major allemand, comme chez Krupp, c'est la consternation. Il leur faut rattraper ce retard, et vite. Et c'est la jeune entreprise Rheinmetall, fondée en 1889, qui apporte la solution. En réalité, Rheinmetall avait déjà proposé en 1896 un canon à tir rapide avec frein de recul, mais la commission d'artillerie avait préféré l'option plus traditionnelle de Krupp. Rheinmetall comptait alors dans ses rangs Konrad Hausner, et ce n'était pas n'importe qui. Dès 1891, Hausner dépose le premier brevet de frein de recul hydraulique qu'il soumet alors à Krupp. Mais après plusieurs essais infructueux, Krupp abandonne l'idée. Hausner rejoint alors Rheinmetall qui se montre bien plus ouvert à l'innovation. Comble de l'ironie, c'est son brevet de 1891 qui inspira directement les Français pour le 75 1897. Face à l'urgence de la situation, et pour des raisons économiques, les Allemands n'ont pas le luxe de repartir de zéro. Ainsi, ils reprirent le tube du FK96 qu'ils modifièrent pour inclure un frein de recul hydropneumatique. On l'équipe également d'une nouvelle culasse qui, bien que plus pratique, ne permet pas une cadence égale à celle du 75 français, avec un maximum de 20 coups par minute contre 28. En usage réel, on parle de 5 coups par minute contre 6 pour le 75. Il reçoit également un bouclier pour protéger les servants et un télescope panoramique pour le tir indirect. Les FK96 existants sont progressivement modernisés à partir de 1904, l'ancien modèle prenant alors l'appellation FK96AA et le nouveau FK96NA. Pour les munitions, il utilise principalement deux types d'obus. Le Elfgranate 96, un obus explosif de 6,8 kg contenant 190 g de TNT, et le Elfkanone Geschoss 11, un obus mixte explosif shrapnel de 6,85 kg chargé de 250 g de TNT et 294 balles de plomb. Au fil du temps, de nouvelles munitions sont développées, comme un obus shrapnel de 300 balles de plomb, obus fumigène, éclairant, incendiaire, au gaz et même anti-char. Le choix du calibre de 77 mm fut mûrement réfléchi. L'idée était que, comme les Français utilisaient alors le calibre 75 mm et les Russes et Britanniques 76 mm, l'armée allemande pourrait récupérer leurs canons capturés et les adapter à leurs propres munitions. A l'inverse, ils ne pourraient pas utiliser les canons allemands. La portée maximale du 96NA atteint 7000 mètres, bien moins que les 11 000 du 75 français.
En 1915, une version améliorée vit le jour, le 96-15, portant la portée maximale à 8400 mètres et la portée pratique à 5500 mètres. Mais même ainsi, il reste largement distancé par le 75 français, dont les obus explosifs atteignent une portée pratique de 8500 mètres. Et le principal canon britannique de la Première Guerre mondiale, l'ordnance QF-18 de 84 mm, affiche une portée pratique de 6000 mètres. Mais le 96NA a un atout, sa légèreté qui le rend plus mobile. Une qualité cruciale pour l'armée allemande qui mise sur une stratégie de guerre de mouvement. En plus de son rôle de canon de campagne, certains sont équipés de roues plus petites pour servir de canon anti-char, tandis que d'autres sont improvisés canons anti-aériens. Au total, 5068 furent fabriqués par Krupp et Rheinmetall. Vous ne serez donc pas surpris d'apprendre qu'il s'agit du principal canon de l'armée allemande au début de la Première Guerre mondiale. Grâce à sa grande mobilité, il se montre très efficace lors de la première phase du conflit. Surtout que, contrairement aux Français, bien trop confiants dans leur 75, et aux Britanniques, les Allemands sont pleinement conscients des limites des canons de campagne. C'est pourquoi ils les associent à des pièces d'artillerie de plus gros calibre, typiquement 3 obusiers de 105 mm pour 9 canons de campagne. Ainsi, le FK-96 à tir rapide décime l'infanterie adverse, tandis que les canons lourds s'attaquent à l'artillerie ennemie et aux points fortifiés à distance. Mais si l'état-major avait planifié une guerre courte, comme vous le savez, il n'en sera rien. La rapide avancée allemande étire dangereusement les lignes de ravitaillement, tandis que la consommation d'obus dépasse largement les prévisions. L'armée française stoppe l'avancée allemande lors de la bataille de la Marne, puis la course à la mer les repousse de 200 km. Mais ce recul permet aux Allemands d'organiser un front défensif sur la barrière naturelle des plateaux entre l'Oise et l'Aisne, tout en raccourcissant leurs lignes de ravitaillement. Ainsi, dès le 15 novembre 1914, le front est quasiment gelé, s'enlisant dans la sanglante guerre des tranchées. Le FK-96 se retrouve alors en grande difficulté. Sa portée est trop courte pour une guerre de position et il est dépassé en cadence par le 75 français, ainsi qu'en puissance par le QF-18 britannique. De plus, comme tous les belligérants, l'Allemagne connaît rapidement une grave crise de munitions. La guerre étant supposée rapide, chaque 96 ne disposait que d'un stock de 800 obus, et aucune production de guerre n'avait été prévue car on pensait que ce serait suffisant. La production fut même ralentie en raison de la mobilisation des hommes au combat. Ainsi, dès la bataille de la Marne, une pénurie d'obus de 77 mm survient. Comme cette situation est similaire chez tous les belligérants, aucun n'est avantagé. Elle est cependant plus critique pour l'Allemagne qui, avant-guerre, importait son salpêtre du Chili, ce qui devient impossible après le déclenchement du conflit en raison de la supériorité navale franco-britannique. L'armée allemande puise alors massivement dans les stocks de la marine le temps que les industriels trouvent une solution. Comme évoqué précédemment, les Allemands développèrent une version améliorée du canon, le 96-15, qui offre une meilleure portée, mais cela reste insuffisant. Pour remédier à ce problème, et contrairement à l'armée française qui conservera son 75 tout au long de la guerre, les Allemands conçoivent un nouveau canon. À partir de 1916, Krupp produit un canon plus long, le FK-16, capable d'atteindre une portée de 14 600 mètres et tirant des obus de 8 kg. Ce modèle remplacera progressivement le FK-96, bien qu'il resta en service jusqu'à la fin de la guerre. Après le conflit, il continua de servir au sein de l'armée de la République de Weimar. Lorsque la Pologne déclara son indépendance le 11 novembre 1918, elle récupéra des FK-96 présents dans les dépôts allemands situés désormais sur son territoire. Ces canons furent ensuite utilisés lors de la guerre soviéto-polonaise. En 1937, elle vendit les exemplaires restants aux républicains espagnols. La Finlande et les pays baltes utilisèrent également des FK-96 lors de leur guerre d'indépendance face à l'Union soviétique. Ils restèrent en service jusque dans les années 1930. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poursuivre votre visite avec nos autres vidéos sur le même thème.
Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner.